Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Je suis avec Pierre Meslet. Salut Pierre. Salut Clément, salut à tous, bienvenue pour ce débrief. Et effectivement, nous allons débriefer la dernière course avant la trêve estivale, traditionnellement, le Grand Prix de Hongrie. Un Grand Prix de Hongrie cette année assez animé, comme souvent sur le Grand Prix de Hongrie. Vous connaissez mon opinion sur le sujet, je trouve que c'est un circuit qui est fait pour le spectacle et qui s'en sort chaque année plutôt pas trop mal. Et cette année encore, on a eu quelques rebondissements, mais je voulais revenir avec toi, tant qu'on y pense avant, sur le fait qu'on n'a pas débriefé le Grand Prix de France, mais c'est normal puisque deux des personnes de l'équipe étaient là-bas, c'est-à-dire Aurélien et moi-même, et qu'on en fera une émission à part sur ce qu'on a vécu autour de la course, plutôt que de parler du sportif, parce que tout le monde a vu le Grand Prix de France, c'était sur C8, il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter, il fallait mieux parler de ce qu'on avait vécu nous sur place, et les bons et mauvais points. Voilà, je tenais à en parler, parce que c'était toi qui avais eu cette idée de faire ce plan-là, et il faut rendre à César ce qui est à César. Donc là c'est bon, on a fait le teaser pour le Grand Prix de France, c'est dans les cartons, c'est en préparation, la F1 est en pause 4 semaines, donc en fonction des emplois du temps des uns et des autres, Multi-21, on essaye de faire en sorte que la vidéo sorte avant la grande rentrée à Spa-Francorchamps. Je te laisse reprendre la parole. Absolument. Du coup, je disais, victoire de Max Verstappen après le Grand Prix de France, donc 2 victoires en ce double header. Un Max Verstappen qui partait pourtant 10e sur la grille, et même si on parlera du fait que d'autres écuries se sont écroulées sur cette course, quand même Max Verstappen hyper solide, et peut-être sur cette course plus qu'aucune autre, véritablement seul candidat à sa succession. On l'a vu, il a fait un 360, il est reparti sans quasiment dégrader ses pneus, il a pu réattaquer quelques tours après. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais un Verstappen pour moi qui a été très très calme durant cette course et qui a parfaitement su gérer les aléas de la course pour l'emporter. En fait, il est passé sur une autre dimension, Verstappen. Donc, même si on a du mal à blairer le personnage, tu le disais, faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, il a fait une bonne qualif. J'explique. Il est quand même en haut de la feuille des temps à la fin de Q2. En Q3 ça se passe pas très bien, je pense qu'il a eu, alors c'était peut-être un problème de puissance, il n'y a pas eu plus de détails, on en aura peut-être dans les jours à venir. On a vu qu'il avait du mal au moment du tour de formation un petit peu à lancer la machine. Derrière il prend un bon départ, il remonte progressivement, il a jamais lâché le train. À un moment donné, il fait un tête à queue, il venait de passer Leclerc, il fait un tête à queue, il repart, il y a Pérez qui fait vraiment tampon derrière, donc coéquipier exemplaire, il n'y a pas de souci, il s'est un peu mis en danger, mais ok. Et derrière, il retourne au charbon, et paf, et puis une fois qu'il a été devant, clean air, ciao, bonsoir, et puis il a géré, quoi, hein. Donc c'est dans la veine des Hamilton, c'est dans la veine des Schumacher, c'est-à-dire le gars remonte progressivement et une fois qu'il est devant, il est inarrêtable, il a quand même une très très bonne voiture. On rappelle quand même, Max Verstappen, il y a 13 Grands Prix qui viennent de se passer, il y a quand même 8 victoires, donc il y a la Red Bull, mais il y a aussi le gars qui se trouve entre le volant et le moteur, quoi. Absolument, et un Max Verstappen qui, alors on va y revenir après, mais cette victoire n'était pas pour lui à la base, mais il a absolument tout bien fait, et puis je le trouve, enfin tu vois, après son 360, la façon dont il a expliqué à la radio, il a l'air très apaisé, très sûr de lui, très confiant, il panique à aucun moment, il a déjà été champion du monde, et ça il avait déjà expliqué que le fait d'avoir déjà été champion du monde ne lui met plus de pression. Et donc là il pilote librement, de façon assez sereine, quand il fait une erreur il l'admet tout de suite. Il suit la stratégie de son équipe. Alors il y aura encore des courses, on l'a vu dans la première partie de saison, où il était un peu dur dans les propos avec son équipe. Là, beaucoup moins parce qu'il sent qu'il commence à avoir de l'avance, il se relâche, et finalement c'est peut-être le plus inquiétant pour la concurrence, c'est que lorsqu'il est relâché, il peut partir P10 et remonter et gagner sans aucun souci, et ne jamais s'embrouiller comme il a pu le faire avant, parce que son pire ennemi c'est lui-même finalement, Max Verstappen.
Là, il n'y a pas eu ça. Et ouais, chapeau à lui. Et tu fais bien de parler de Pérez, parce que Pérez, coéquipier exemplaire, qui le laisse passer sans perdre de temps au moment où il faut, qui bloque les adversaires après le tête-à-queue de Max Verstappen. Course exemplaire des deux Red Bull. On repart avec les points. On augmente son avance aux deux championnats. Enfin, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qui a été parfaitement fait par les Autrichiens. À côté de ça, on a une écurie qui a beaucoup moins bien fait, on va le dire. Ferrari partait P2 et P3 sur la grille, derrière une Mercedes de George Russell qui n'avait pas leur rythme en course. Ferrari termine P4 et P6 pour Charles Leclerc qui a un moment mené à course avec une stratégie de pneus incompréhensible. On passe sur des pneus durs alors tout le monde avait constaté que les deux seules voitures en pneus durs à ce moment-là, les deux Alpines, ça ne fonctionnait pas. Sainz qui passe en pneu tendre bien de trop tôt, puisqu'au moment où il passe en pneu tendre il reste encore 22 tours, donc on est obligé sur les derniers tours de temporiser. Il ne peut pas rattraper ni Hamilton ni Russell. Enfin, on s'est retrouvé dans une situation où la voiture la plus rapide du paddock n'a jamais été en mesure de gagner la course à cause de la stratégie de Ferrari. Bah, c'est tout à fait ça. Alors ce qui se passe, c'est au moment du tour, je crois 38, un truc comme ça. Leclerc rentre. Au moment où il rentre, tu l'as dit, il y a les deux Alpines qui sont en hard. Il y a également Zhou à ce moment-là. Il y a Mick Schumacher, mais Mick Schumacher, il me semble qu'il est repassé en médium peu de temps après. Et même Magnussen qui était sur des hards était revenu sur des médiums. Donc concrètement, les gars, ça fonctionnait pas. Enfin, je veux dire, les hards, sans être stratège, sans donner de leçons à personne, la température au Hungaroring, elle était entre 18 et 19 dans l'air. 18-19 dans l'air, ça veut dire que sur la piste, il fait peut-être à peu près 25 degrés. Gars, jamais de la vie, 25 degrés, tu fous les hards. Tu sais que ça va être une merde pas possible à les faire chauffer. Et en plus, tu as une piste qui devient de plus en plus glissante à chaque tour. Là, tu condamnes ton pilote, très clairement. Donc, incompréhensible. Au final, si je prends l'arrêt au stand de Leclerc, quand il rentre, il met les hards, il paume 20 secondes. Il revient, allez, on va dire 12-15 tours plus tard pour remettre des softs usagés. Il y a déjà 20 secondes en plus. Donc le gars, tu lui as fait perdre 40 secondes. Plus le temps sur la piste, à mon avis, il a dû perdre environ une dizaine de secondes. 50 secondes, bah, tu le plantes bien, quoi. On va dire que sur le côté remise en confiance de ton pilote, il y a mieux à faire, quoi. Enfin, je veux dire, tu t'arranges pour... surtout que Verstappen était rentré, je crois, juste avant, il était reparti avec des médiums. Alors, autre possibilité, peut-être qu'au niveau de l'allocation des pneus, bah, peut-être que chez Leclerc, il y avait peut-être plus de médiums, c'est possible. Oui, mais t'as mis un train de médium avant. C'est ça qui est dingue, c'est que Ouais. au moment de ton premier aérostand, tu remets des médiums, ce qui de toute façon va t'obliger à faire un autre aérostand puisque tu as mis 2 fois le même type de train de pneus. Et ce qui est hallucinant, c'est que tu le fais sur Leclerc, mais tu fais exactement la même stratégie sur Carlos Sainz. C'est-à-dire que tes deux pilotes sont avec la même stratégie qui, si elle ne marche pas, va couler les deux pilotes et t'oblige de toute façon à faire un autre aérostand. Tu dis à toutes les autres écuries, on était en médium, on se remet en médium, on va refaire un autre arrêt. Enfin, dès le premier arrêt, avant de parler de ce deuxième arrêt catastrophique dont tu as très bien parlé, mais dès le premier arrêt, c'était déjà un mauvais signe envoyé. Ouais. Après, peut-être alors, Leclerc avait à mon avis deux possibilités. Alors, il faut savoir, c'est Sainz qui a eu l'initiative de s'arrêter d'abord parce qu'il était devant. On remarque qu'au passage, clairement, chez Ferrari, il n'y a aucune hiérarchie d'établi, alors que au moins chez Red Bull, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas à tortiller. Selon moi, au niveau stratégie, il y avait deux possibilités. C'est-à-dire, Leclerc tente l'overcut, qui fonctionne, parce qu'il ressort devant Sainz. Il est resté ce que j'allais te dire, c'est qu'avec la même stratégie, le pilote qui est derrière ressort devant, ce qui déjà, lorsque tu n'as pas de hiérarchie, n'est pas terrible. Bon, donc ça déjà, moyen. Au niveau de Sainz, la stratégie, ça a été allez les gars, on tire les médiums, mais à donf. On rentre, on met les softs, ils remettent des softs usagés.
Premier truc, donc déjà tu sais que sur la fin de Grand Prix ça va être un petit peu compliqué. Et tu l'as dit, c'est-à-dire dès le premier arrêt, concrètement il y a zéro surprise. Hein. C'est-à-dire hop, on repart en médium, youpli youpla, tout va bien. Est-ce que faire une deuxième partie de Grand Prix avec des softs, c'était trop tôt? Est-ce que ça pouvait pas peut-être permettre à Leclerc peut-être de passer plus vite Russell et derrière de s'échapper, d'avoir un petit peu de gaffe au moment de s'arrêter et peut-être de remettre derrière un train de médium. Mais je te rejoins, c'est-à-dire sur la lecture stratégie Ferrari, ils avaient deux pilotes. T'as une Mercedes devant, t'as les deux gars qui sont derrière. Il y en a un qui peut couvrir éventuellement la remontée de Verstappen parce qu'ils sont quand même pas bigleux, je pense. Ils ont quand même vu que le gars avec le numéro 1, il remontait quand même depuis sa 10e place. Il avait du rythme, ça s'est vu notamment sur le deuxième relais quand même. Comment dire, tu couvres. C'est-à-dire, ok, pour Sainz, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah dans ces cas-là, on essaye peut-être de mettre en place une stratégie pour Sainz, histoire de couvrir un peu Leclerc, quoi. Ok, Carlos, bah écoute, tant pis pour cette fois, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah du coup, tu essayes de protéger un petit peu Charles, quoi. Et pas du tout. C'est vrai. Et pas du tout. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de hiérarchie, mais il n'y a pas de course d'équipe. C'est-à-dire, aujourd'hui, Leclerc perd gros, mais Ferrari perd gros. C'est-à-dire, ils étaient deuxième et troisième. Dans le pire des cas, il y en a un qui est sacrifié sur l'échiquier. Ok, admettons, mais il y en a quand même un qui reste sur le podium et il y en avait peut-être un qui pouvait peut-être jouer la victoire quand même. Quand t'es 2 et 3, sachant qu'en rythme de course, t'es quand même un peu mieux que la Mercedes. Bon. Oh bah il a mangé, Leclerc a mangé voilà, enfin je veux dire, au freinage, c'était incroyable. Voilà, et là en fait, ils perdent en bêtise, mais en bêtise sur la stratégie, et on a l'impression que sur ce côté de stratégie, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. On en parlait en off, donc je suis désolé, mais on va vous le dire. Depuis le milieu des années 70, on parle du F1 Circus. Je suis désolé, ça va pas c'est pas plaisant à entendre, mais quand on parle de F1 Circus, il y a 9 écuries de F1 et il y a le cirque Ferrari. C'est ça, absolument. Et on a l'impression, ils ont une très bonne voiture, mais on a l'impression que d'une course à l'autre, ils refont les mêmes conneries et ça avance pas. Sainz se fait piler en France sur des histoires au niveau des stands, etc. On est une semaine plus tard, là on se retrouve de nouveau avec un arrêt 4 secondes 6. 4 secondes 6 quand tu joues le championnat, c'est lamentable, c'est zéro. Et pour revenir sur un dernier point, quand tu regardes le dernier arrêt de Sainz, c'est un arrêt en 5 secondes alors que ses rivaux font un arrêt en 3 secondes. C'est en 4 secondes 6. Tu repères encore du temps dessus. Comment ça se fait qu'à ce niveau-là, tu aies les arrêts les plus lents du peloton? Comment ça se fait que ce soit toi qui as déjà la pire stratégie? Comment ça se fait que c'est toi qui as les pires arrêts aussi? Hein, c'est pas possible. Je veux dire, tu peux pas perdre du terrain sur toutes les choses, enfin sur tous les différents aspects de la course, alors que tu as la meilleure voiture de base. Et le fait qu'ils se remettent pas en question et qu'ils disent oui, non mais là c'était un problème de fiabilité, non mais oui là on a manqué de performance, et qu'ils se disent jamais c'est un problème d'équipe, de stratégie, de synergie, de hiérarchie, d'entraînement des mécaniciens au pit stop, qu'ils se disent jamais ça c'est aussi un problème parce que du coup il n'y a aucune remise en question réelle et tu pourras pas gagner un championnat du monde avec ça. Et tu l'as très bien. Enfin, l'image qui est terrible, c'est toi qui l'avais relevé lorsqu'on en parlait à la rédac pendant la course, mais c'est Binotto qui quitte le pit wall à 15 tours de l'arrivée. Bon, il finit par y revenir, mais il a quitté le pit wall. Enfin, quel message t'envoie symboliquement en faisant ça? Enfin, je trouve ça hallucinant aussi. Les gars, j'ai une petite envie pressante, bougez pas, je reviens. Non, voilà, non. Non, mais bon, c'est surtout la caméra focus là-dessus, ça fait pas très bon genre. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que la caméra qui est focus sur cet endroit-là, enfin, quelle image tu renvoies? Parce que tes pilotes vont le voir à la fin de la course. Tes pilotes vont voir qu'à un moment, tu as abandonné le poste de combat. Et ça encore, ça en fait partie. Enfin, bref. On pourrait dire tellement de choses et je pense que l'été va. Je sais pas si l'été fera du bien à Ferrari sur ce point-là, mais il faut vraiment qu'ils travaillent sur eux-mêmes et sur les différents aspects de leur course parce qu'ils peuvent pas se contenter d'avoir juste la voiture la plus performante et se dire ok, à chaque fois on est en première ligne, à chaque fois on est en position de gagner, parce qu'entre être en position de gagner et gagner,
il y a un gap et ce gap, Red Bull sait le combler et pas eux. Je termine juste en reprenant les propos rapportés lors d'une interview de Verstappen qui pendant le week-end disait je préfère me battre avec Ferrari que par rapport à Mercedes. Alors c'est sûr que Mercedes il faisait également des cadeaux niveau stratégie. L'année dernière on l'a vu à maintes reprises. Au niveau ambiance, ok, mais c'est sûr que pour lui c'est plus plaisant de se battre avec Ferrari. On en est à plus de 100 points cadeau Ferrari. Tu m'étonnes que quand tu joues un championnat, tu préfères te battre contre un gars qui fait boulette sur boulette et qui te file des points que par rapport à une écurie où c'est une grosse rivalité et il y a des mots, etc. C'est clair. C'est clair. Parlons de l'écurie qui du coup a pris la place de Ferrari sur le podium, c'est Mercedes, deuxième fois de suite que Mercedes fait un double podium après la France. Encore un Grand Prix très réussi des Mercedes, une pole de Russell, la première de sa carrière, le 6e pilote dans l'histoire à faire une pole avec une Mercedes, si mes comptes sont exacts, puisque celle de Schumacher n'est pas comptée à Monaco en 2012. Et donc un Lewis Hamilton qui termine encore une fois deuxième, meilleur des autres derrière Max Verstappen, alors que ça devrait pas être lui, qui empoche en plus le point du meilleur tour, donc il prend 19 points. Et finalement, une écurie Mercedes qui est pas si loin que ça de Ferrari au classement constructeur, et qui paraît comme candidat très crédible à la seconde place finale à la saison. Oui, mais c'est un peu... pardonnez-moi cette référence littéraire, mais c'est un peu le jeu de l'amour et du hasard, mais surtout du hasard plutôt que de l'amour. Mais comment dire, Toto Wolff l'a reconnu, c'est-à-dire ils ont quasiment... Enfin, ils ont pas vraiment de piste d'évolution pour leur concept, et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça marche. C'est-à-dire, ils font des essais libres, c'est désastreux. Russell et Hamilton vendredi soir c'était la voiture, bon on a testé des trucs mais on a un marsouinage de malade, etc. Essai libre 3, bon il flotte, grosse pluie donc bon pour tester c'était un peu moyen. Au moment de la qualif, Russell est sorti du bois, mais il est sorti vraiment de nulle part. Moi perso je mettais plus une pièce sur un Norris qui pouvait qui a créé la surprise parce qu'il était quand même pas mal. Mais je pensais qu'il était capable peut-être d'aller un tout petit peu plus vite. Et Russell, il a mais pas fait de bruit. Il tape son chrono, mais vraiment à la toute fin. Et les gars, c'est terminé. Match, merci, au revoir. Impeccable. Petite déception pour Hamilton, non pas par fanatisme, mais à sa décharge, apparemment, problème de DRS. Donc, sans le problème de DRS... ça m'aurait intéressé de voir éventuellement un Hamilton placé un petit peu plus haut. Est-ce que le visage de la course aurait été le même? Est-ce que ça aurait été différent? Est-ce que par exemple la lutte avec les Ferrari aurait pu prendre une autre tournure? Je sais pas. Oui, c'est vrai. Et ça, ce sera à voir sur les prochaines courses, sur d'autres types de circuits. Mais peut-être que même si Mercedes n'arrive pas à trouver de piste d'évolution, ils ne savent toujours pas si en 2023 ils vont repartir avec ce concept zéro ponton qui semble être comme la voie la plus probable pour eux, ou avec un concept plus traditionnel comme ce qu'ils avaient présenté en début de saison. Mais en tout cas, ouais, un Lewis Hamilton qui n'a pas eu de mal à dépasser les Alpines au départ puisqu'on lui a ouvert la porte et qui course après course se permet de récupérer des très gros points. En France, il était parti 4ème, il arrive 2ème. Là, il part 7ème, il termine 2ème. Enfin, il n'a pas besoin d'être performant en qualif puisqu'il sait qu'après en course, de toute façon, ils vont avoir le rythme. Et le fait que George Russell puisse le suivre là-dedans, ça en fait quand même un duo très très solide. Alors, très solide, je dirais que le point positif, c'est je pense qu'ils ont aujourd'hui une voiture qui est quand même assez homogène. C'est-à-dire quand les températures sont basses, mais même quand les températures sont élevées, ça a l'air de fonctionner. Petite mention spéciale à Hamilton. On retrouve le Hamilton de 2021, c'est-à-dire au niveau gestion pneus, au niveau des communications radio, on n'est plus sur le Hamilton qu'on pouvait avoir en Espagne où il s'accroche avec Magnussen. Bon les gars, et si je ramenais la voiture au garage, ça permet de sauvegarder les pièces. Non. Raison de le dire. Alors après, je pense qu'il y a peut-être certaines coupures au niveau radio. On a eu un Hamilton qui était beaucoup dans les jérémiades et dans les plaintes l'année dernière.
Les pneus ça fonctionne pas et puis bim après il t'appelle le meilleur tour. Là, moi je parle au niveau du compétiteur et je pense même au niveau psychologique. Le fait qu'il se soit rapproché vraiment de Russell, qu'il puisse prendre le pas sur Russell. Bon, on sait, ils ont tous un ego surdimensionné et leur premier ennemi, c'est leur coéquipier. Mais ça fait du bien et je pense que c'est une plus-value pour Mercedes. C'est-à-dire, ils ont retrouvé quand même un des piliers et ça confirme en fait la bonne forme et peut-être l'envie de poursuivre pour Hamilton. Mais en tout cas, rien à dire. Et je pense que même pour lui, ça lui fait du bien parce que finalement, il arrive à être devant une Red Bull, celle de Perez. Il arrive aujourd'hui à aller chercher de la Ferrari, ce qui est quand même pas mal, ce qui était un petit peu impensable en début de saison. Quand on voyait l'écart entre la Mercedes et la Ferrari, on se disait ça risque d'être un peu compliqué. Là après sur le bilan comptable, tu l'as dit, il peut y avoir match pour la deuxième place. Si Mercedes récupère cette deuxième place, ils le devront à la fiabilité et à leur régularité. Et plus le temps passe, plus je me dis qu'il va aller chercher une victoire, sa traditionnelle victoire de la saison. Il va réussir à en avoir une à un moment ou à un autre parce que c'est pas impossible. Voilà, parce qu'il paraît tellement solide. Là, on est quand même, c'est quand même son 188e podium. On est quand même sur des chiffres qui sont toujours hallucinants. Et malgré le fait qu'on disait cette année qu'ils avaient une voiture qui ne leur permettrait que d'aller chercher la 5e place maximum, mine de rien, le petit Pierre Lewis, il en est à 6 podiums depuis le début de la saison. C'est ça. Et voilà. Et je me permets d'appuyer ton argument. Deuxième aujourd'hui, deuxième en France, il était troisième en Autriche, troisième en Grande-Bretagne. Oui, t'as raison. Troisième au Canada. Ça, c'est des bons signes, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu. Oui, t'as raison. C'est pas étalé. Tu fais bien l'apprécier. Ces 6 podiums sont pas étalés sur les 12 premiers Grands Prix, mais il y en a 5 d'entre eux qui sont étalés sur les 5 derniers Grands Prix. Donc, t'as raison de le préciser. Effectivement, je l'avais pas dit, mais oui, en fait, sur les 5 dernières courses, c'est podium d'Hamilton. Donc, c'est là où c'est impressionnant, surtout. C'est là où la stat prend toute sa valeur. Si on quitte un peu notre Big Three pour partir un peu plus loin dans le classement, on a dit qu'Alpine avait une moins bonne stratégie, voire même une mauvaise stratégie, qui est de mettre les pneus hard et qui a fait que l'écurie avait reculé. Et ils se sont retrouvés en bataille avec les Aston Martin, pourtant partis 14e et 18e sur la grille, et qui ont pu batailler pour le point de la 10e place qui a été pris par l'ami Sébastien Vettel. Alors on ne sait pas exactement à quel point Vettel et Stroll se sont entendus pour se laisser passer, mais encore une fois, ça a été une stratégie d'équipe rondement menée par Aston. Et Aston, mine de rien, sans faire de bruit, ils ont réussi à dépasser les Alpha, à dépasser les As, leurs rivaux, à passer devant Daniel Ricciardo et à récupérer un point au nez à la barbe de tout le monde. Oui, et je pense qu'il y avait un tour supplémentaire. Je pense que Vettel était même capable d'aller chercher Ocon. D'aller chercher Ocon. Non, les stratégies étaient assez similaires chez Aston, c'est-à-dire on a fait rentrer les deux pilotes à 1 ou 2 tours d'écart, ils étaient partis en soft, on leur met les médiums, et lors du deuxième arrêt au stand, on remet un train de soft pour Stroll et on met les médiums pour Vettel. Je pense que les softs de Stroll étaient un petit peu fatigués en fin de course, et il y avait peut-être justement dans le viseur l'idée de laisser la porte ouverte à Vettel à quelques tours de la fin, dans l'espoir d'aller chercher Ocon peut-être. Oui, peut-être oui, aussi. Et puis tu disais si un ou 2 tours de plus, il allait chercher Ocon, mais en réalité, s'il y avait 5 tours de plus, les deux allaient chercher Ocon, hein, parce que je pense. Stroll était juste derrière et les deux avaient des pneus soft pour Stroll, medium pour Vettel. Ouais, enfin, juste derrière, à la toute fin, il y a quasiment 7, il me semble 7 secondes d'écart entre il me semble il y a 7 secondes d'écart quand même entre Vettel et Stroll sur la ligne. Sur la toute fin, peut-être. Il me semblait qu'il y avait eu moins d'écart que ça, mais j'ai plus le live timing sous les yeux, donc je t'avoue que il me semblait qu'il y avait moins d'écart que ça à la toute fin. Mais en tout cas, oui, Vettel dans tous les cas serait allé chercher Ocon. Enfin, c'est encore une fois une stratégie rondement menée. Et c'est pas les seuls, puisque Pierre Gasly termine 12e.
On est en partie, bon, alors, on est en partie de la voie des stands dernier. c'est ça. Et après un Grand Prix de France très difficile à domicile pour Pierre, cette course où il a su remonter tranquillement pour atteindre la deuxième place, c'est aussi un bon signe. Juste avant les vacances, dans le même temps où Yuki Tsunoda, bon, certes, a fait un tête à queue, a eu quelques problèmes, mais où il arrive à passer Yuki Tsunoda, ça peut être que du bien avant les vacances pour Pierre Gasly. Ouais. Ouais, ouais. Après, bon, on sait que, enfin, ça se voit quand même, hein, l'AlphaTauri, niveau performance, on est très très loin de ce qu'il pouvait offrir il y a 2 ans et l'année dernière. À voir si en 2023 il y a moyen de rebondir, mais pardonnez la référence cinématographique, mais moi, plus les grands prix passent, plus je me dis qu'il faut sauver le soldat Gasly, quoi, hein, quand même. Euh, Donc voilà. Après, tu parlais d'Aston Martin, donc stratégie rondement menée. Départ de Sébastien Vettel, il a fait son annonce comme quoi il quittait la F1 à la fin de la saison. Donc ça y est. Enfin, je veux dire, la silly season, ça y est, elle est lancée. C'est Vettel, c'est Vettel qui a pris l'initiative. Il y a plusieurs candidats. Ça, on pourra peut-être en reparler si on fait une vidéo, on va dire un peu bilan mi-saison. Dernière petite chose, on en avait parlé un petit peu en off, c'est l'aileron arrière d'Aston Martin qui était un petit peu polémique, a été validé par la FIA. Et cet aileron déjà commencerait à intéresser plusieurs écuries, dont Red Bull et Alpine. Malheureusement, un des effets de cet aileron, ce serait que ça générerait beaucoup de traînées et que du coup, ça serait compliqué de suivre les voitures pourvues de cet aileron. Donc, affaire à suivre par rapport aux ajustements réglementaires qui devraient intervenir l'année prochaine. C'est ça, parce que la FIA l'a rendu légal. Christian Horner a déjà dit qu'il s'intéressait à ça. Il y a des écuries qui l'ont déjà mis en CFD pour commencer les simulations. Mais si c'est réellement un aileron qui empêche le close racing, ça va à l'encontre même des règles des F1 2022 et de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Et je trouverais ça dommage qu'on laisse ça se passer, puisqu'on a eu tellement du spectacle sur tous les Grands Prix depuis le début de la saison, grâce à ces voitures qui pouvaient suivre, qu'on n'a pas du tout envie de revenir à la réglementation précédente où c'était très dur de rester derrière une voiture dans les courbes à moyenne et haute vitesse. Donc à voir, mais tu fais bien d'en parler parce que ça peut être aussi un élément à suivre pour 2023 et peut-être un futur problème que la F1 se crée toute seule. Bah écoute, je crois qu'on a tout dit. Bah oui, écoute, je te remercie d'avoir été avec moi pour cette émission et pour cette dernière avant les vacances. Bah écoute, avec grand plaisir. Messieurs, dames, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, la petite cloche éventuellement si vous souhaitez poursuivre les aventures de Multi 21. On va essayer de rester un petit peu actif pendant les vacances. On vous l'a dit en ouverture, enfin tout du moins en introduction. Il y a une vidéo qui se prépare parce qu'on avait plusieurs personnes du groupe qui étaient sur place. Donc comme c'est peut-être le dernier Grand Prix de France, notamment Paul Ricard, ça peut être pas mal de faire une vidéo pour un petit peu, retranscrire l'ambiance qu'il pouvait y avoir au Castellet. Et puis écoutez, on vous remercie par avance pour votre soutien, on vous remercie pour votre message. Et si on a été tête en l'air, vous n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires si sur certains arguments, s'il y a certaines choses où vous voulez reprendre. On est tout à fait ouvert au débat, à la discussion, et toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve en fin août pour le Grand Prix de Belgique. Le début des 9 dernières courses, 9 courses en un peu moins de 3 mois. Ça va être un sprint intense pour la fin de saison. On a hâte de le vivre. Et puis on vous dit à très bientôt sur Multi 21. Salut. À très bientôt, bonnes vacances. Rendez-vous à partir du 28 août.